On va attaquer la dernière séquence de ces états généraux de la forêt et du bois en Île-de-France. On va vous montrer quelques photos de bâtiments qui ont reçu le prix régional construction bois de FIBois Île-de-France. Et ces deuxièmes états généraux vont se terminer juste avant 18h. Paul Jarquin viendra, il a fait l'introduction, il viendra faire la conclusion, mais ce sera après une dernière table ronde. On va reparler politique, on va parler rôle des territoires avec Jacques Baudrier, avec Stéphane Defay, avec Laurent Monet. On aura trois territoires qui parfois se recoupent d'ailleurs, qui seront présents et représentés. Paris, le Grand Paris et Saint-Denis, puisque les trois sont signataires du pacte bois bio-sourcé. On vous en a parlé tout à l'heure de ce pacte. Je vais vous remontrer deux petits éléments quand on aura fini tranquillement de regarder ces belles images de bâtiments qui ont été primés. Et donc, deux petites slides juste pour introduire le débat sur ce pacte bois biosourcé. Donc, l'objectif, c'est de massifier la construction bois en Île-de-France. Et il correspond, ce pacte, à un engagement pris par 28 aménageurs et maîtres d'ouvrage en novembre dernier, qui s'engagent à construire jusqu'à 40% de leur production francilienne dans les 4 prochaines années en bois et en biosourcé. 10 nouveaux signataires, dont 4 collectivités viennent de rejoindre ce pacte et je vous les dévoile, nous vous les dévoilons. La région Île-de-France, qui est la première collectivité signataire sur le périmètre de construction des lycées, a été donc rejointe par la mairie de Paris, par la métropole du Grand Paris, par les EPT Vallée Sud, Grand Paris et Pleine Commune. Et puis il y a aussi 3 nouveaux aménageurs qui ont signé, le PA Montois-Seine-Aval, la Sorgem et SNCF Espace Ferroviaire. Et enfin, 3 nouveaux promoteurs immobiliers, Green Eco-Promotion, LGA et LEF, avec donc 38 signataires. C'est environ 1,3 million de mètres carrés qui devraient être réalisés en bois à l'horizon 2025 en Île-de-France. Alors, ces prévisions sont-elles réalistes? On va en parler dans quelques instants, comment les territoires s'engagent pour la construction durable. Dernière séquence de ces états généraux. 3 invités venus de territoires signataires du pacte. Jacques Baudrier, bonjour. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti. J'espère n'avoir rien oublié. Stéphane Defay, bonjour. Directeur général de Grand Paris Aménagement. Et enfin, à vos côtés, Laurent Monet, bonjour. Bonjour. Conseiller territorial Nature et Ville, économie circulaire et projet alimentaire territorial de Pleine Commune. Je vous redonne encore, c'est les derniers chiffres, c'est juste pour vous les remettre en mémoire, la projection de l'augmentation de la SDP, donc la surface de plancher construite en bois 2020-2030, on espère faire fois 1,7. Et le deuxième chiffre, 17%, la construction de bois qui pourrait représenter 17% de la surface de plancher construite totale à l'échelle du Grand Paris à cet horizon-là. Ma première question, messieurs, est assez large. C'est est-ce que ces projections, est-ce que ces prévisions, alors vous allez difficilement me dire le contraire, mais, donc je ne vais pas vous demander si elles sont réalistes, mais à quelles conditions sont-elles réalisables? Jacques Baudrier. C'est une bonne question. La première condition, c'est le volontarisme des acteurs. Et je remercie vraiment FIBois de nous inviter. Je crois que c'est un élément très important. C'est qu'on parle de ces sujets, qu'on échange sur ces sujets. Et c'est la première chose à faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc à Paris, nous sommes signataires de ce pacte et maintenant, nous sommes passés vraiment, de notre point de vue, à l'architecture du 21e siècle où la base doit être le bois, les matériaux bio et géosourcés, alors que jusqu'au 20e siècle, c'était le béton. Et on a de très nombreux projets en ossature bois. Et le plus beau symbole, c'est que le plus grand immeuble de bureaux construit en ossature bois, c'est le siège de la direction des constructions publiques de la ville de Paris. Donc là, qui est aussi dans le 13e arrondissement, pas loin d'ici, très beau bâtiment en porte d'Ivry. Donc voilà, donc la première condition, c'est déjà la mobilisation des acteurs, les débats, et ça, elle commence, et tant mieux, ça devrait aller plus loin, mais en tout cas, FIBois fait un super boulot là-dessus. La deuxième condition, je pense, c'est vraiment, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'élu et professionnel dans le secteur des transports publics. On a multiplié par 30 les investissements des transports publics en 15 ans. On investit 6 milliards par an, on investissait 200 millions il y a 15 ans. On a fait à quelle échelle? À l'échelle de l'Île-de-France, pour le Grand Paris Express. Donc
Voilà, on a multiplié par 30. Ouais. Je vous rappelle, Comme c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros projet de BTP, à mon avis, c'est le plus gros sujet de BTP. Au moins en Europe, si ça se trouve dans le monde en ce moment, vous n'avez pas de mal à battre les records quand même. On Là. a battu le record, mais je me Trichez un rappelle peu. avoir travaillé à dire qu'il fallait multiplier par 10. On a multiplié finalement par 30. Quand on disait multiplier par 10, on disait vous êtes des dingues, vous êtes des malades. Le fait est, c'est qu'on a fait x 30. Vous êtes peut-être dingue quand même. Et peut-être on est dingue quand même. Mais en tout cas, on y est arrivé alors qu'on nous prenait pour des fous. Donc quand vous me dites on fait 17%, dire est-ce que c'est réaliste, moi, je dis... oui, C'est un peu petit joueur. On a fait 3000% et c'est passé et c'est la réalité. Donc moi, je pense que 17%, il faut se dire que pour sauver le climat, le bâtiment, 25% des émissions de gaz à effet de serre, il faut faire le maximum. Donc moi, je ne vois pas de limite à se donner. Donc il faut faire le maximum et se donner tous les moyens. Et ça, pour ça, il y a la volontariste des filières, les organisations des filières essentielles. Il y a le volontariste des aménageurs, GPA, là. Il y a le volontarisme des élus, on représente deux collectivités, mais à un moment, il faut décision politique nationale. Donc il faut, moi je pense que par exemple une décision de base, on sait bien que la construction au Saturbois, c'est ce 5 à 10% plus cher, donc c'est un vrai sujet économique pour tout l'ensemble de la filière. Donc il faut Pourquoi encourager ça. il n'y a pas une TVA sur les matériaux biosourcés et globalement sur le gros œuvre de construction bois à 5,5%? Pourquoi? Voilà, il faut des revendications qui nous aident et de cadres globaux économiques. On a bien baissé la TVA pour la rénovation pour un certain nombre de travaux. Pourquoi pas pour les matériaux biosourcés? Donc il faut vraiment, le sujet, c'est des décisions politiques nationales qui nous aident. Stéphane Defeillet, alors on a la mobilisation des acteurs, le volontarisme et des décisions nationales type TVA à 5,5%. Est-ce qu'il y en a qui ne vous semblent pas bien là-dedans et qu'est-ce que vous pourriez rajouter? Oh, pas bien. Je pense qu'il faut effectivement mobiliser beaucoup de choses. Donc la question, elle n'est pas de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est que je partage tout à fait. En réalité, on n'a pas le choix. Hein. D'ailleurs, pas que sur la question du bois, c'est aussi sur les biosourcés et de façon générale sur les questions de réemploi et même plus généralement sur les sujets de construction hors site qui ont des vrais enjeux vertueux, y compris de réindustrialisation, et il ne faut pas le sous-estimer sur la création d'emplois qu'il y a derrière. J'aurais tendance à dire que parmi les facteurs clés de succès, j'en rajouterai quelques-uns. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour faire émerger et renforcer une vraie filière industrielle, alors française, Et francilienne, ou en tout cas du grand bassin parisien, parce que malgré tout, le bois de Norvège, le bois d'Autriche, le bois parfois du Brésil, c'est très bien, mais on ne va pas jusqu'au bout en fait des enjeux de décarbonation de l'acte de construire. Avec des blocages que signalait François Philizot, installé ici même il y a quelques minutes, notamment sur la disponibilité du foncier de l'industriel en Ile-de-France. Donc on n'est pas super bien parti non plus, si j'ai bien compris. On peut trouver. Non, honnêtement, on peut trouver. Aujourd'hui, il y a du foncier industriel, y compris aux portes de Paris, qu'on sait mobiliser. Avec Baudrier, vous dites rien, vous allez nous faire du x50 dans les 2 secondes. Par contre, il y a un vrai enjeu aussi de faire monter parallèlement les prescriptions des différents donneurs d'ordre, que ce soit les collectivités, les aménageurs, et la capacité industrielle de la filière à produire. Moi, avant de revenir en Ile-de-France, j'étais à Bordeaux. Nous avons développé une stratégie sur laquelle, sur une opération de 3 500 000 m², on est passé à 100% en structure bois majoritaire. Mais on l'a fait en 7 ans, donc rapidement, parce qu'on avait travaillé avec les filières locales et qui avaient eu des investissements industriels de la filière pour pouvoir répondre à la demande. C'était quelle opération? Bordeaux-Euratlantique. Donc on a besoin de ces dynamiques aussi industrielles et économiques qui sont aussi la clé, je pense, pour la diminution de ce delta de coûts qu'on connaît aujourd'hui, mais qui doit diminuer. Il n'y a pas de raison en fait qu'il ne diminue pas, si ce n'est nos exportations de bois au Canada pour des raisons de barrières commerciales, mais ça c'est plus conjoncturel que structurel. Laurent Monnet, on continue à ajouter les... Alors si vous avez un désaccord avec ce qui a été dit, vous le dites, et sinon il faut que vous trouviez de nouveaux leviers d'action. Des leviers d'action, je dirais que déjà pour construire bois, il faut déjà construire. Et bon, il se trouve qu'on est, nous, c'est vrai, à Plaine Commune, sur un territoire qui est encore en plein développement, qui présente pas mal d'opportunités. On pense
En premier lieu aux Jeux Olympiques, on y reviendra peut-être, mais qui constitue évidemment une forte opportunité pour nous et pour la filière bois. Mais plus généralement, on est quand même sur un territoire qui a encore pas mal d'aménagements à faire, de réhabilitation à faire aussi. Voilà, et je dirais que construire, et quand on sait que construire aujourd'hui, c'est quand même émettre Pas mal de gaz à effet de serre. Oui. Quand on est en charge de la transformation écologique, comme je le suis, quand on est sur un territoire qui a voté l'urgence climatique, comme Plaine Commune l'a fait dès le mois de septembre dernier, forcément, on est obligé de réfléchir à d'autres manières de construire, quoi. Donc, je dirais que là, l'opportunité pour la filière bois, elle est vraiment là. Pas que la filière bois, c'est vrai, mais pour nous, elle est vraiment là. Et c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent. On peut penser aussi à la rénovation énergétique des bâtiments, qui peut aussi être une opportunité pour le bois. Bref, aujourd'hui, on est sur un territoire qui présente de multiples opportunités de développement de cette filière. Après, je rejoins ce qui a été dit sur les acteurs. Il faut aussi une volonté des acteurs. Je pense une coordination aussi entre les acteurs. Et pour le coup, le travail que mène Fibois est dans ce sens, je pense, primordial, de se coordonner. On voit que potentiellement, ces chiffres-là, ça nous amène aussi à de l'attention sur la ressource bois, et en particulier quand on veut construire quand même du local et pas aller chercher le bois ni à l'autre bout de l'Europe, ni à l'autre bout de la planète, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est quand même le point sur lequel il faut sans doute rapidement travailler, c'est-à-dire à la fois en matière de production, et Dieu sait que faire pousser du bois, c'est quand même aussi un outil de captation de carbone et essentiel pour l'urgence climatique. Le faire pousser et puis le séquestrer dans de la construction. Voilà, mais donc structurer la filière et puis lui donner de l'ampleur très rapidement, y compris dans un territoire de proximité de notre région, enfin, en région Île-de-France et en proximité en tout cas, je pense que c'est l'enjeu des années qui viennent là, et très vite en fait. Je vous pose la question complémentaire de la question des leviers d'action, c'est la question des freins. Quels sont les principaux freins à lever? Qu'est-ce qui pourrait malgré tout empêcher les objectifs d'être atteints? Jacques Baudrier. Le premier frein, c'est l'inertie. La culture de la filière du bâtiment qui a toujours travaillé depuis plus d'un siècle en béton et qui continue tout simplement. C'est l'absence, le premier frein, c'est l'absence de dynamique pour faire changer en fait. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes deux élus, mais c'est vrai qu'un aménageur, mais il y a dans le monde électif, le lobbying pour les matériaux biosourcés, pour le bois, là, c'est une très belle initiative, mais est encore très émergent. Donc, le principal frein, c'est l'absence de dynamique que nous pourrions avoir et l'absence de personnes mobilisées comme nous, ou le trop faible nombre. Si on décrit les freins de manière optimiste, Euratlantique, certes 7 ans, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil, mais ça s'est fait assez vite pour un gros projet d'aménagement. Quels ont été les freins qu'il a fallu lever? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué en fait? Le tout premier frein, c'était les 3 petits cochons. Parce que la maison en bois, dans les 3 petits cochons, elle ne tient pas. Et je le dis sous le ton de la boutade, mais c'est pas rien en réalité. C'est-à-dire l'image que les différents acteurs pouvaient avoir du bois. Exactement. C'est fragile. Que ça soit parfois des élus, que ça soit les habitants eux-mêmes. Le mal qu'a aussi fait une architecture du bardage en bois, qui n'a rien à voir en fait avec la structure bois, et qui donnait une image finalement de quelque chose qui s'abîme, qui ne résiste pas au temps. Des a priori aussi sur la sécurité incendie, alors même que le bois est un isolant, même s'il pose d'autres enjeux. Et donc un des leviers qu'on a eu, c'est de frapper les esprits en lançant, c'était en 2015, la tour la plus haute au monde à l'époque en construction bois, la tour Hyperion, qui a été livrée au mois de mars de cette année. Alors, au mois de mars de cette année, 2015, on voit quand même que ça a été un chantier compliqué. Il y a un deuxième frein qu'on a dû lever et qu'on doit encore lever, parce que je pense que c'est loin d'être acquis, c'est le savoir-faire des architectes. Et de façon plus générale, de la chaîne de la conception, allant jusqu'au bureau de contrôle. C'est vrai qu'on a vu à l'instant, il y avait
plusieurs tout architectes, à fait. de grands architectes d'ailleurs, qui disaient finalement, voilà, qui auraient avec une honnêteté, une grande honnêteté, de dire finalement, je m'en suis emparé assez récemment parce qu'il y avait Réinventer Paris, qu'il y avait cet énorme projet et que ça a été une façon de repenser complètement ma façon de faire. Mais c'est vrai que c'est récent. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même manière de faire, avec notamment une subtilité qu'on a découvert chemin faisant, c'est que contrairement au béton, où en réalité tout constructeur de béton sait tout faire en béton, parce que c'est une technique courante, répandue. En réalité, des charpentiers, des entreprises de construction bois n'ont pas les mêmes savoir-faire d'une entreprise à l'autre selon les produits. Et donc, du coup, on peut rapidement avoir un architecte. On ne peut pas donner les clés à un interlocuteur. Il faut travailler avec les entreprises. Laurent Monet, même question sur les freins. Et après, juste après, je vous passe la parole pour une dernière fois, un dernier échange avec nos invités. Et Josépha me remplace sur le plateau. Oui, donc je dirais ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Il y a la tension potentielle sur la ressource et donc le prix, en fait, qui peut être un frein et qui restera un frein tant qu'il n'y aura pas effectivement quelques dispositifs réglementaires qui permettront ça. Et je dirais que peut-être l'autre aspect aussi important, on voit que la construction bois, elle est quand même relativement récente, en tout cas sur des grandes structures, quoi, et que on progresse ces dernières années. Il y a vraiment des évolutions rapides qui sont nécessaires d'ailleurs dans l'évolution de la construction, mais qui donc nécessitent aussi de l'innovation et donc de l'ajustement réglementaire rapide en fait sur ces questions. On peut vite être freiné aussi par des aspects réglementaires dans la construction qui peuvent empêcher telle ou telle construction ou telle capacité à construire par exemple. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là, avoir la capacité à ajuster rapidement les réglementations pour la construction en bois. En fait. Merci beaucoup. Alors on a les leviers, on a les freins, on a eu l'état des lieux. Et maintenant, vous avez la parole. Et Josépha, je te cède la place. Merci Emmanuel. Bonjour à vous trois. Et rebonjour à nos spectateurs. Alors c'est la dernière fois que je transmets vos questions, mais rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Vous savez maintenant, vous les mettez en stock et pour la 3e édition, on les ressortira. Beaucoup de questions sur les villes, les villes plus à la fois végétales par la construction. Une question de Solène. Comment voyez-vous les villes du futur et la présence de bois dans ces villes? À vous trois. Un mot chacun. Un peu plus qu'un mot, promis. Beaucoup plus de végétation et de construction. Les bois, les matériaux biosourcés, c'est l'avenir de la construction. Et pour ce qui est de la végétalisation de la ville, un seul chiffre, Paris a végétalisé 8 hectares d'espace public dans le mandat précédent. Notre objectif dans ce mandat, c'est 100 hectares, 12 fois plus. C'est dit. Je ne vais pas être très original, mais je pense que c'est d'abord d'avoir du bois vivant dans nos villes, parce qu'on en a besoin aussi, et la pandémie actuelle nous l'a rappelé de manière puissante, donc c'est plutôt une bonne chose. Je rajouterais aussi quelque chose qui reste à gagner, c'est que le bois soit vraiment présent dans les bâtiments construits en bois, parce qu'on voit qu'il y a physiquement, qu'on le voit, vous voulez dire, et qu'on les sente. On voit qu'il y a des tentations pour des raisons de sécurité incendie, de cacher, de protéger. Or, le bois, c'est une étude japonaise qui montrait que quand on vit dans un bâtiment en bois, c'est 12% de sommeil paradoxal en plus par rapport à un bâtiment béton. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la culture japonaise, j'en suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, le bois, au-delà d'un matériau qui décarbone, est aussi un matériau qui produit du bien-être. Et c'est quelque chose, on voit qu'il y a encore une petite bataille, peut-être réglementaire d'ailleurs, ce que vous évoquiez, à gagner pour que ce bois il s'exprime pleinement finalement. Oui, je suis élu à la nature en ville, donc je suis assez motivé là, pour mettre du bois, planter. J'enfonce le clou, du coup. Pardon ? J'enfonce le clou. Ouais. Donc en tout cas, comme beaucoup de villes, lors des dernières élections municipales, on a pris des engagements forts pour planter des arbres, et notamment pour rafraîchir la ville. Et ça m'amène aussi à ce caractère important du bois, sur son inertie en termes thermiques, qui, encore une fois, par rapport aux perspectives qu'on a, aux perspectives climatiques, sont un atout majeur. Donc oui, il faut évidemment plus de bois dans la ville, sous forme d'arbres, bien sûr, mais aussi sous forme de construction, évidemment. Pour éviter justement des îlots de chaleur, planter plus et même avoir pour Exactement. Limiter les îlots de chaleur, donc planter davantage, avoir la capacité de
d'ombrager et donc de rafraîchir la ville pendant les périodes chaudes, mais aussi donc en construction d'avoir cette capacité du bois à limiter les écarts de température et pas transmettre forcément au bâti les changements de température. En fait. Alors une question de Philippe, plus on soutient la présence de constructions en bois, plus on peut imaginer qu'il y aura de coupes, forcément. Comment maintenir le bon équilibre et est-ce que le rôle des élus, justement, de lancer une dynamique à ce niveau-là? L'un de vous. Moi, je suis par ailleurs président d'un réseau de chaleur qui brûle aussi un peu du bois, quoi. Donc, mais en fait, je pense qu'il y a de la place pour ça, en fait. La chance de l'arbre, c'est c'est l'outil pour capter le carbone, en fait, de demain quand même. Donc, allons-y, plantons, quoi. Plantons partout. Et il faut le faire, en fait. Hein. Il faut le faire pour construire, il faut le faire parce que c'est une ressource utile. Enfin, l'arbre en lui-même, on l'a vu à l'instant, il est utile pour rafraîchir, il est utile pour nourrir. Parfois, il a de multiples utilités. Donc, oui, il faut planter massivement. Après, l'arbre, c'est un être vivant, il vit, il meurt aussi à un moment donné. C'est une ressource pour nous aussi. Donc, oui, parce qu'on l'a vu, du bois utilisé pour les constructions, c'est pas forcément un arbre qu'on a coupé en forêt. Ça peut être du bois recyclé, ça peut être une chute. Je parlais du réseau de chaleur. Nous, on brûle des plaquettes, donc en fait des éléments de bois qui de toute façon ne seront pas utiles en construction et qui seraient perdus entre guillemets. Voilà, donc c'est de l'usage du bois. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur tout cet usage pertinent et performant du bois. Mais la première chose à faire, c'est en tout cas plantons plus, quoi. Plantons plus. L'arbre est utile. Plantons en ville, mais plantons aussi en dehors de la ville, parce que c'est aussi une bonne place pour les arbres. Alors là, une question qui s'adresse, qui vise plutôt les particuliers. Une question de Rémi. Quand un particulier se lance et veut construire une maison, c'est pas forcément évident de se lancer dans une maison en bois, une construction en bois. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous souhaitez valoriser ce genre de construction-là qui, justement, permettrait peut-être le bien-être, visuellement serait parfois peut-être plus joli? Est-ce que c'est quelque chose que vous encourageriez? Nous, à Paris, les maisons... Il y a moins de maisons. Il y a moins de maisons. Oui. C'est le plus problème. compliqué. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage dans les rénovations de copropriétés, c'est un très gros enjeu, parce qu'il y a l'utilisation du bois de construction, d'ossature, mais on n'a pas parlé aussi de tout le bois à utiliser pour rénover, pour isoler. Là, par exemple, un gros scandale, c'est qu'on fait beaucoup de rénovation énergique, enfin pas assez, mais quand même à Paris, et c'est massivement à partir de produits type la laine de verre, la laine de roche, qui ne sont pas du tout écolos. Donc il y a un vrai enjeu pour le bois et pour les matériaux biosourcés dans toute la rénovation. Mais qui est plus cher, du coup. Ce qui est un peu plus cher, mais en tout cas, nous, en tant que ville de Paris, on aide beaucoup les copropriétés parisiennes à rénover leurs immeubles. C'est un levier très fort pour réussir notre plan climat, atteindre ses objectifs. Et dans ce cadre-là, bien sûr, on encourage l'utilisation de matériaux biosourcés et de bois. C'est ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas de la construction, mais c'est de la rénovation. Une question sur la végétalisation des villes. Est-ce qu'on peut imaginer des forêts urbaines? C'était justement un projet à Paris. On s'est rendu compte qu'à certains endroits qu'on visait ou qu'on ciblait, ce n'était pas si simple que ça. Quels sont les critères et les paramètres à prendre en compte pour pouvoir installer des forêts en ville? Forcément, ça se heurte aussi. Si on fait une forêt, on ne fait pas autre chose. Donc, comment on fait le pendant? Je crois que la maire de Paris va bientôt annoncer la localisation des forêts urbaines, mais je lui laisse la primeur de cette annonce. Oui, il faut trouver la place, mais on l'a le plus souvent. Enfin, il y a plein d'espaces en ville. Chez nous, typiquement, là, on a un certain nombre d'habitants qui sont motivés, par exemple, pour planter une forêt urbaine sur une butte autoroutière, quoi. À Paris, il y a les buttes du périph' aussi qui, le plus souvent, sont vierges d'arbres. Donc là, il y a de l'espace pour planter. Et puis, surtout, et là, c'est aussi un enjeu autour du rafraîchissement des villes. Il faut quand même débitumer un certain nombre de surfaces, changer la place de la voiture en ville, débitumer. Ça peut être notamment débitumer des parkings. Et remplacé par des micro-forêts, au sens au moins où ce ne sont pas réellement des vraies forêts, mais au moins avec une forme de densité d'arbres qui, à minima, apporte le rafraîchissement et puis le bien-être. On parlait tout à l'heure sur la construction, mais moi j'ai la conviction que, en tout cas, le béton a plutôt une connotation, on va dire, un peu dure.
alors que le bois a plutôt une connotation assez chaleureuse et peut changer aussi l'atmosphère dans nos villes qui, pour le coup, ces temps-ci sont parfois un peu durs. Oui. Donc, Dernière question, pour pouvoir lancer tous ces projets, à la fois dans la construction, la végétalisation des villes, c'est un travail collectif, alors qu'il doit être peut-être mené par des élus, mais qui doit se faire après en collaboration avec des porteurs de projets, des architectes. Comment ça se passe, vous, dans les discussions que vous pouvez mener? Est-ce que ce travail collectif est facile ou justement on le débute tout juste? Je pense qu'aujourd'hui, ce travail collectif, il devient facile. Il devient beaucoup plus banal qu'il y a simplement 5 ans ou 10 ans où on en était au balbutiement. Il faut quand même rappeler que jusqu'en 2015, il y avait même des décrets qui interdisaient de construire en bois au-delà de 7 étages, au-delà de 3 niveaux. Donc on a fait des progrès de banalisation et je pense que tous les exemples qui se voient et qui démontrent en réalité que c'est atteignable sont le meilleur discours qui soit pour faire. Après, ce qui est très important, c'est aussi la formation des acteurs. La formation de tous les acteurs, que ce soit les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, que ce soit les promoteurs immobiliers, on parlait des architectes tout à l'heure, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les entreprises elles-mêmes. Et il y a à se parler et à prendre un vocabulaire commun qui n'est pas tout à fait le même que celui du béton. Et puis surtout aussi peut-être à parler avec l'industrie du béton. Et ça se fait, hein, c'est pas, mais c'est très important parce que autant je crois beaucoup à la construction bois, autant je ne pense absolument pas pertinent d'être dans des immeubles qui soient 100% bois. 100% bois, en fait, c'est du dogme. C'est pas pertinent. Le béton est aussi utile pour certaines fonctions dans lesquelles le bois n'est pas ce qui est de plus efficace. Et on peut très bien avoir des bâtiments à structure bois majoritaire dans lesquels le béton est à sa juste place, y compris en termes d'inertie, parfois d'acoustique, parfois de sismique. Donc on a besoin d'un vrai dialogue interfilière et qui se fait. Aujourd'hui, un des meilleurs laboratoires en France sur les questions de tenue au feu du bois, ce sont les laboratoires du CERIB, c'est-à-dire de la filière béton. Parce que la filière s'y est mise, et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le bois, dès lors qu'il n'est plus une prescription uniquement de la puissance publique, que ce soit des élus, que ce soit des aménageurs, mais qu'il devient quelque chose dont les acteurs eux-mêmes se saisissent spontanément comme une alternative, à partir de là, quelque part, tout est gagné. Tout est gagné, ça devient un acte normal, banal. Et peut-être au-delà même des chiffres, c'est peut-être ça ce qu'on peut souhaiter de mieux. C'est que finalement, ça soit un référentiel de normalité, avec d'autres matériaux aussi. Je pense beaucoup au réemploi, par exemple, qui est aussi un enjeu, à la terre crue, par exemple. Enfin, il y a d'autres enjeux, mais que l'on puisse sortir effectivement de ce dogme du tout béton dans lequel on a vécu. Parce que le tout béton, c'est pas que du gaz à effet de serre, c'est aussi du sable. Et cette ressource-là, elle est encore plus difficile, plus impactante pour la planète, peut-être à très court terme même que le gaz à effet de serre. Merci beaucoup, merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Pierre-Louis et Alec qui ont réceptionné vos questions et avec qui j'ai pu travailler pour ces états généraux du bois. Et je passe la parole à Emmanuel Davidenkov pour clore cette seconde édition.